Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan sous 34 degrés. Ouais, voilà. Bon bah, on y va. Moi, j'aime vraiment lire vos commentaires et m'inspirer et apprendre des choses. C'est toujours une source d'enrichissement. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, à mon retour de Londres, je vous avais présenté un petit peu un shopping de tout ce qu'on avait trouvé dans les magasins en Angleterre. Et Laura était tombée sur un tempeh furieusement pas cher pour son poids, puisqu'on était à style 2,50 £ pour un bloc de plus de 300 ou 400 grammes, je ne sais plus exactement. Et il était très bien. Et quelqu'un dans les commentaires a dit oui, mais à Paris, on a aussi du tempeh vraiment pas cher et encore moins cher. Et c'est dans un petit supermarché asiatique indépendant qui s'appelle Wing Seng. Et bah, on y est allé. Alors Wing Seng, c'est effectivement l'archétype de tous les produits asiatiques que j'apprécie. Je serais content d'avoir ce petit endroit pas loin de chez moi, mais non, là il faut aller dans le quartier de Belleville, donc ça fait une trotte, mais qu'importe. Moi, la marche, ça ne me fait pas peur, et quand il s'agit d'aller chercher du tempeh pour pas cher, moi, je fais l'effort. Donc, bah, mission accomplie, on a trouvé le fameux tempeh, et c'est 400 grammes pour 1,95 €. Il en restait deux. Bah, quand il est parti, il n'en restait plus. Alors, bon, clairement, hein, le packaging ne vend pas du rêve. Et même l'étiquette est quand même très simpliste. La marque, c'est bien Nof Tempeh. Et c'est une marque hollandaise. Voilà. Sinon, la composition est tout à fait classique. Et il a un bon poids, une belle densité. Et je me dis, testons. Et voyons s'il est au même niveau de qualité que ce qu'on peut trouver généralement dans les magasins bio ou ce qu'on a ramené d'Angleterre. Et voici donc, une fois déshabillé, notre pièce de tempeh. Et vous voyez, il y a une vraie belle densité au niveau du grain, il est bien aggloméré. L'odeur est conforme, hein. C'est du tempeh. Voilà, il n'y a rien d'exotique, il n'y a pas une odeur fade. C'est aussi rassurant, il y a un petit caractère. Allez, c'est parti, on va préparer ça. Donc je vais couper le tempeh en morceaux, pas trop petits, pour qu'il y ait de la mâche. Ah, il est bien souple, hein. Voilà, c'est prêt. Alors, petite finition avec un peu de sésame. Ah oui, bah, c'est un test un peu recette, de la ciboulette. Et bien, on est bien. C'est une manière rapide et ultra basique de préparer du tempeh, mais pour tester la qualité du produit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Mais je sais, si je le mange tel quel, c'est pas top. C'est comme tout, il faut savoir cuisiner. Donc, allons-y. Super. Alors là, on a un grain qui a bien absorbé ce que je lui ai donné comme sauce, avec le mélange de shoyu et de dark soy sauce parfumée aux champignons, là, pour finir plus sur la couleur, mais ça donne comme un goût. C'est très agréable en bouche. Une fois de plus, je n'ai toujours pas cette histoire d'amertume que les gens trouvent dans le tempeh. Je n'ai jamais eu d'amertume dans le tempeh. Ou alors c'est peut-être parce que je sais le cuisiner et que j'ai pas besoin de le faire bouillir avant, mais je trouve ça toujours un peu étrange comme recommandation parce que j'en vois pas le sens. Puis ça prend du temps et ça consomme de l'énergie. Donc moi j'ai droit au but et ça fonctionne. Et je vous garantis, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de goût bizarre. On a juste quelque chose de très savoureux en bouche, légèrement grillé, tendre. Là, le grain ne se détache pas trop sous la dent avec cette marque. Ils sont très proches les uns des autres et ils ne chantent pas trop de différentiel en bouche. Mais c'est comme un gâteau, quoi. C'est très bon. Donc, conclusion,
Je valide ce tempeh de la marque Nof. Oui, c'est sûr que ça va pas être facile à trouver partout, mais si vous tombez dessus, n'hésitez pas. À ce prix-là, ce serait dommage de se priver. Et surtout, si vous êtes à Paris et que vous allez dans le quartier de Belleville, Wingseng, allez-y, dévalisez le rayon comme moi, vous ne le regretterez pas. Et oui les amis, vous le savez, c'est l'heure de vous présenter une nouvelle adresse. Et oui, encore une. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans le centre, l'hyper-centre de Paris. On est à 2 pas de Châtelet, tout simplement. Et je vais vous présenter un restaurant végétarien avec un concept plutôt très engagé. Alors, petit détail qui fait plaisir, nous sommes quai de la Mégisserie. Donc, premier arrondissement, c'est mon quartier d'enfance. Je connais bien ce secteur. Et quand j'étais gamin, c'était le quai des animaleries. Un endroit absolument sordide, avec des animaux entassés dans des cages, avec des odeurs d'excréments. C'était pas glorieux. Et il a fallu quand même énormément d'années avant que toutes ces animaleries soient fermées. Ça y est. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas passé par là parce que, bon voilà. Et là, je constate qu'il n'y en a plus. Et le restaurant est dans un ancien magasin de déco. Et avant, c'était aussi une animalerie. Donc voilà, c'est un petit détail, mais je tenais à le souligner. Alors bon, maintenant, au-delà de l'anecdote, on va passer au concret. La carte est à moitié végétarienne, à moitié végane. Tout est bien estampillé avec un petit V. Même la carte des cocktails, c'est marqué vegan sur tous les cocktails qui sont vegan. Et ceux qui ne le sont pas, il n'y a rien de marqué. Et voilà, on est sur une cuisine de saison, très engagée sur le côté local, moins de déchets possible. Même, je vais vous donner un petit détail, ça va vous parler. Vous le savez certainement, tous les points de refroidissement, comme les réfrigérateurs, les congélos, ça génère de l'air chaud. Et ben cet air chaud, il est en circuit fermé pour alimenter le chauffage. C'est génial, c'est génial. Et même les verres sont teintés avec un filtre qui permet d'atténuer la chaleur pour éviter d'utiliser la clim. Bref, tout est dans le détail avec de la récup, du recyclage et il y a une démarche vraiment éco-responsable. Moi, j'aime bien, forcément. Et surtout, la carte, franchement, elle donne envie. En parlant de cocktail, je vais me laisser tenter par un cocktail signature appelé le Margoulin. Bon, ça me fait rire comme nom. Et le Margoulin, c'est matcha poireau, citron amer, jalapeños, chartreuse et mescal. Moi, je dis oui. Bon, Laura, elle s'est contentée d'un simple bissap, mais s'il a l'air très bien. Quant à moi, c'est parti. C'est très bon. C'est pas très fort en alcool. C'est très fait. Beaucoup d'arômes. Il y a le matcha en surface, mais je le sens pas trop dans le cocktail lui-même. D'où le mescal qui revient derrière. La chartreuse apporte ce côté herbacé. Le citron, ça te donne la fraîcheur. Le poireau, je sais pas où il est. Mais bon, qu'importe. C'est très bien. Alors, au niveau du concept, on est sur des assiettes à partager plus qu'autre chose. Décidément, c'est une grande tendance. Donc, on nous a recommandé de compter environ 3 assiettes par personne. Comme je suis avec Laura, ça veut dire qu'on est 2. Et il y a 6 options véganes. Donc, une de chaque. Ça tombe bien. Hein. Et j'entame avec la sucrine grillée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la sucrine, c'est une petite salade. Voilà. Qui est donc grillée, ce qui est sympa. Avec une sauce creamy, capre, citron, chapelure croustillante. Ok. Allons-y. C'est parti.
Mmh. Waouh! Il y a beaucoup de parfum. La sucrine, elle est grillée, mais elle reste très croquante. La chapelure donne un croustillant, mais très très léger, comme un nuage. Mais c'est vraiment très crunchy sous la dent. Il y a un côté très vif entre le capre et le citron. C'est super bon. Ah, ça c'est le premier plat. Si tout est de ce niveau-là, je vais être content. Parce que il y a de l'originalité, mais il y a de la recherche. Il y a une certaine finesse dans les arômes. Je passe ensuite à la courgette saté. Ça, saté, moi, je suis fan. Courgette grillée, sauce saté, cacahuètes, coriandre. Ok, allons-y. Allez. Mais oui, cette courgette saté, c'est terrible. C'est terrible. On est sur un légume qui est encore croquant, mais parfaitement cuit. La sauce est riche. Bah oui, dès qu'il y a la cacahuète, ça donne de la densité. On a vraiment l'identité d'un saté maison. La coriandre, elle est relativement discrète. C'est surtout la cacahuète et le côté pimenté qui revient. Et avec la courgette, c'est magique. Donc, oui, je suis très content de ce choix. Je vais passer au portobello katsu. Alors là, on a un très beau champignon énorme qui est pané et découpé. Voilà, et c'est accompagné d'une sauce shibuya. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. La sauce. Ouh, le crunchy. C'est délicieux. Alors c'est vrai que le portobello, comme c'est très charnu, il y a un côté un petit peu viandu hein, dans la mâche, mais ça reste assez fondant. Et la panure est ultra croustillante, elle est très parfumée. Et voilà, ça s'imprègne avec la sauce qui relève avec le côté un petit peu plus épicé, un peu plus vinaigré. La petite graine de sésame qui colle sur le morceau. C'est chouette, c'est très très chouette. Je vous avoue que je passe un très bon moment. Ensuite, on va passer à un plat qui m'intrigue particulièrement, c'est le carpaccio de chou rave. Donc c'est une chou rave, huile noire, pralin de cajou et menthe. Ok, c'est parti. Vraiment là, le chou rave est vraiment coupé ultra fin, certainement à la mandoline. Ah ouais. C'est délicieux. C'est délicieux. Mais je me suis comme fait expliquer cette histoire d'huile noire parce qu'effectivement, j'ai des traits d'huile qui sont assez sombres. Et en fait, c'est de l'olive noire qui a été déshydratée, réduite pour être mêlée à de l'huile de pépin de raisin pour donner une impression de tapenade liquide. Et franchement, en bouche, c'est exactement ça. Très beau plat. Franchement, c'est hyper équilibré, c'est gourmand. Le petit pralin de cajou donne le crunchy nécessaire pour donner du relief. Le chou rave est juste mariné comme il faut, donc c'est très agréable en bouche. C'est pas lassant. Et franchement, bon, aujourd'hui il fait 33 degrés. C'est des plats qui sont très très appréciables. Parce que, oui, dans la saison. Ah, dites donc, eh ben, c'est pas fini. On va aller vers la maxi tempura. Alors effectivement, c'est une aubergine entière, visiblement, qui a été coupée en plein de petits morceaux pour donner cet aspect. Et c'est avec un caramel d'olive. Attendez, je relis parce que ça me semble bizarre. J'ai bien compris ce que j'ai lu? Oui, oui. Caramel d'olive et chili mayo. Ok. Allez, je viens de découper un morceau. Alors effectivement, c'est nappé de petits traits. Ça va être le fameux caramel d'olive et mayo.
Hum. Franchement, c'est assez incroyable le travail sur la cuisson des légumes. Parce que, oui, c'est l'aubergine, mais ils ont réussi à faire une cuisson qui fasse que, oui, c'est cuit, c'est moelleux, mais c'est pas fondant comme souvent on a avec une aubergine, chair d'aubergine trop cuite, ou juste bien cuite. Moi, j'aime bien aussi, hein. Mais là, il y a une résistance qui est, oui, assez charnue. Il y a un côté un peu carné, alors pas dans la saveur, hein, mais dans la mâche. Alors par contre, le fameux caramel d'olive, effectivement, on a un côté olive noire légèrement sucré, c'est très très bon. Et la mayo, elle est juste spicy comme il faut. Pas trop, n'ayez pas peur, mais elle a du caractère. Et le dernier plat sera le concombre bang. Concombre, oignon rouge, piment, ancho, amande, coriandre. Ok, là on a clairement la petite influence asiatique, revue, corrigée, fusion. Ça me plaît bien. Mmh, c'est super bon. Voilà. Alors on va comme développer un peu. On a le côté croquant et frais du concombre, avec les aromates, la vinaigrette, et tout ça, ça fonctionne à merveille. Le piment ancho, alors l'ancho c'est très très léger, hein, donc vous n'aurez pas la bouche en feu. Mais là où j'étais plus dubitatif, très honnêtement à la lecture, c'était la présence de l'amande. Je me dis oui, bon, est-ce que ça va apporter quelque chose? Eh ben oui. Alors, ça donne la texture, mais il y a le petit goût qui va bien. Et ça apporte une vraie dimension. Moi, je trouve que là, pour l'instant, hein, il y a une vraie intelligence dans la conception des recettes pour avoir des vrais jeux de texture et des saveurs qui fonctionnent bien ensemble. C'est-à-dire que tous les plats, on les a mangés dans l'ordre du menu à peu près, mais ça n'avait pas trop d'importance. Tout fonctionne ensemble. Et pourtant, chaque plat individuellement a son caractère, a son identité. Donc, c'est très bien construit. Alors, est-ce qu'on va prendre un dessert? Bien sûr, voyons, ça a si bien commencé, il faut qu'on conclue de manière digne. Et il y a 2 desserts vegan à la carte. Il y a le chocolat, qui est un crème au chocolat, et il y a aussi le frozen pastèque. Voilà, c'est un truc à base de pastèque et de sirop d'hibiscus. Et ben, je vais commencer par le côté fruité. Voilà. Wow. C'est la première fois que je goûte de la pastèque travaillée de cette manière. Il y a un côté sorbet, il y a un côté vraiment fruit, il y a un côté un peu granité. C'est très équilibré au niveau des saveurs. L'identité de la pastèque ressort très bien. Et l'hibiscus donne une petite touche, mais c'est surtout la pastèque qui se ressent. C'est chouette. Puis en plus, c'est un truc que j'ai jamais mangé. Donc, c'est ça que j'aime. Ce genre d'expérience un peu inédite. Ça, je vous recommande. Alors, ce crémeux, effectivement, on a une crème au chocolat montée à la douille avec des éclats de biscuits cacao. Allez, voyons ça. J'avais oublié qu'il y avait marqué coco dans l'intitulé. Et là, j'ai le goût, mais pas en excès. C'est juste une touche. Donc ça ne me dérange pas du tout. Le cacao est riche, la crème, enfin le crémeux est une belle densité, mais c'est pas lourd. C'est correctement sucré. Moi, j'aurais préféré un peu plus de noirceur, mais bon, c'est mon goût. Moi, j'aime bien le chocolat très très noir. Mais on va dire pour la majorité des palais, c'est très équilibré. On a le bon équilibre justement entre le chocolat et le sucre. C'est pas en excès. C'est très bon. C'est très bon. C'est un goût qui me fait penser à la truffe. Mais c'est pas une texture de truffe. Mais vous voyez les notes? On est plus sur le côté
Plus au chocolat qu'autre chose. C'est très très gourmand. Et voilà les amis, repas fini. Alors, franchement, c'était super. Voilà. C'est la conclusion, la vraie. On a tout aimé. Tout. Il y a une originalité, il y a une personnalité dans cette cuisine qui fait plaisir à découvrir. Et il y a une harmonie entre les plats qui fait que, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans que ce soit bizarre. Et pourtant, il y a des influences culturelles au niveau des épices qui sont assez différentes. Donc c'est chouette. C'est une très très belle découverte. En plus, alors c'est très bien situé, mais en plus c'est très très grand. On m'a dit qu'il y a 130 couverts quand même. C'est colossal. Donc voilà, une nouvelle adresse à découvrir. Je vous invite fortement à donner sa chance à ce nouveau restaurant parce que bah, on a pris notre pied et ça fait très très plaisir. Bon les amis, aujourd'hui c'est une soirée un peu spéciale auquel je vous emmène, à savoir que nous allons à la keynote de, non pas Apple, malheureusement, on est à la keynote de Lavie, qui a décidé de faire une soirée spéciale pour annoncer ses nouveautés. Et ouais, il y a un pendant entre la food tech et la tech, c'est qu'on adopte les mêmes codes, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, on verra, et on verra ça ensemble parce que je vais couvrir l'événement. On commence directement par le food truck où on nous propose des petits BLT avec le fameux bacon de chez Lavie et puis aussi la dégustation du bacon standard. Bon ça jusque-là, on connaît. Mais là on est ici comme pour les nouveautés, pour les surprises. Alors, cela dit, je vous avouerai que je les connais déjà mais je n'ai pas trahi le secret. Je sais que c'est un peu fuité depuis un certain temps mais je ne vous dis rien. Hein, voilà. Ok les amis, c'est la fin de la keynote. Alors, on va retenir de différents points principaux, à savoir déjà l'annonce d'un resto virtuel sur Lavie, avec des produits Lavie, autour de street food, type burger et grilled cheese, etc. etc. J'attends de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est complètement vegan? Ça n'a pas été dit. Alors, Lavie, c'est une boîte végane, mais comme pendant l'intervention, on a eu comme des gens qui ne sont pas du tout dans le véganisme, comme Burger King, qui ne fait toujours pas d'option végane en France, malgré ce qu'ils disent. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment bien compris le mot plant-based. Mais bon, voilà, ça peut se corriger, ça, c'est pas grave. En tout cas, ils vont lancer donc un service de livraison, d'abord sur Paris, après sur toute la France au 4e trimestre, et l'année prochaine, il y aura le Benelux qui sera aussi couvert. Donc sacrée performance. Ensuite, l'annonce qui n'est pas un secret, hein, c'est que oui, ça y est, Lavie sort du jambon en tranches classique et fumé. Je ne savais pas qu'ils allaient faire un fumé. Et voilà, c'est une bonne nouvelle. J'en ai là.
et c'est top. Et c'est top. Franchement, j'en reparlerai plus avant, mais c'est très bien fait. Ensuite, ils vont sortir aussi d'autres produits, style Ratcher pour pizza ou des petits morceaux de bacon, mais là c'est réservé à la restauration. Peut-être que ça viendra pour le grand public après, mais pas pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, ils vont lancer une levée de fonds parce que tout va bien pour eux financièrement. C'est un business florissant, mais ils ont besoin de croissance. Donc, il va y avoir une ouverture aussi aux particuliers, sachez-le. Bon, en tout cas, hein, c'est le moment de manger du jambon beurre. J'ai jamais été fan de ce genre de truc. Mais je sais reconnaître quand c'est ressemblant. Je dis rien, mais... ouais, quand même. Hein. Bon, bah concrètement, hein, c'était quand même de super annonces. Ça fait plaisir de voir une marque française continuer sur sa lancée et qui propose des produits innovants. C'est ça qu'on va retenir. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'ils vont nous sortir toujours plus de substituts de porc de qualité qui font plaisir à tout le monde à des prix raisonnables parce que c'est un petit peu le truc chez La Vie, c'est que c'est des produits normalement pas chers, sauf quand les enseignes prennent beaucoup de liberté sur les prix. Mais à la base, c'est pas cher du tout et ça, c'est une sacrée performance. Sincèrement, je ne pensais pas vous parler de ça un jour, mais je suis obligé de reconnaître que ce que j'estimais être un simple gadget pas forcément très utile enchante totalement mon quotidien depuis 2 mois. Je parle d'une machine SodaStream. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce truc, c'est une simple machine qui permet d'injecter du gaz pour faire des eaux pétillantes ou des sodas maison. Et sincèrement, vraiment, ça fait des années que ça existe. J'ai toujours regardé ça avec un petit peu de dédain. Oui, bon, à quoi ça sert d'avoir de l'eau pétillante chez soi? Ah, j'en bois une fois dans les neiges. C'est pas très judicieux. Et puis, surtout, quand on voit le coût des cartouches de gaz, c'est un sacré luxe. Oui, mais ça, c'était avant de l'expérimenter sérieusement. Alors, il se trouve que Laura a reçu une machine SodaStream au mois de mai, je crois, et que, bon, elle s'amusait avec, et puis moi, je regardais ça un petit peu loin, dire oui, bon, voilà. Et pourtant, paradoxe absolu, j'adore l'eau pétillante, j'ai toujours adoré ça. Quand j'étais plus jeune, où on n'était pas du tout dans l'idée de faire attention à l'impact sur le plastique, où c'était même pas un concept, ah, moi, ça y allait, hein, les bouteilles de San Pellegrino, Badois, Perrier, Salvetta, enfin, tout ce qui pétillait, moi, j'étais grand fan. Je préférais largement l'eau pétillante à l'eau plate. Donc, on peut dire que j'étais un gros consommateur. Et puis, le jour où j'ai switché sur l'idée de dire, oui, mais ça coûte très cher, et puis ça a un impact, et machin, bah, j'ai arrêté de boire de l'eau pétillante, sauf dans les endroits qui proposent de l'eau pétillante gratuitement, voilà, ou une bouteille, de temps en temps, dans un restaurant. Voilà, c'est vraiment la fête. Hein. Et pourtant, malgré cette histoire et ma relation à l'eau pétillante, le fait d'avoir à disposition une machine, ben, j'y pensais pas. Jusqu'au moment où il a commencé à faire chaud. Et il fallait boire. Alors les plus fidèles d'entre vous s'en souviennent peut-être, j'avais évoqué le fait que moi, l'eau plate, de base, j'ai un peu de mal, et je trouve ça ennuyeux. Je n'ai pas grand plaisir à boire de l'eau plate. Sans rien. Pourtant, c'est ce que je fais la plupart du temps, généralement avec juste un petit trait de jus de citron pour donner une petite saveur sans ajouter de sucre. Et là, ça là, ça a tout changé. Ah oui, c'est vraiment un retour d'expérience. La review test, hein, c'est pas du tout du contenu en partenariat avec cette marque, pas du tout. Hein. Je fais ça parce que, oui, je suis super enthousiaste. Je suis super enthousiaste pour tous les amoureux de l'eau pétillante, parce que c'est une vraie solution efficace et satisfaisante, et plutôt agréable à utiliser au quotidien. C'est facile, c'est rapide, ça ne nécessite pas d'électricité. Ouais, voilà, il y a juste une cartouche de gaz, c'est relié à rien d'autre. Je m'en sers une fois par jour pour faire ma bouteille, et c'est que du bonheur. Je vous montre, parce que oui, ça tombe bien, ma bouteille, elle est vide, donc j'ai soif. Donc je vais me préparer une petite bouteille. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Il y a différentes machines, je ne les connais pas toutes.
Vous voyez, hein, c'est à peu près la taille d'une machine à café dans le volume, donc ça prend quand même un peu de place. Ici, vous avez la chambre pour mettre la bouteille pour charger le gaz. Et à l'arrière, d'ailleurs, je peux vous montrer, il y a ce clapet. Voilà, je l'ouvre. Voilà, avec la bonbonne de gaz qui se clipse. Il n'y a pas besoin de visser, hein, c'est juste un mécanisme super pratique. Voilà, donc, vous voyez, il n'y a pas de câble électrique, il n'y a rien. Et le bouton est juste là. Donc, la première chose à faire, c'est de remplir la bouteille d'eau au maximum jusqu'au petit trait qui est indiqué sur la bouteille. Alors là, la machine qu'on a vient avec une bouteille en une sorte de plastique bien dur et une autre en verre. Donc, je remplis ça. C'est de l'eau fraîche filtrée. Et oui, comme ça, je vais pouvoir la boire immédiatement. Le trait, nous y voilà. Et comme je vous le disais, j'aime bien avec un petit peu de jus de citron, donc ça, c'est toujours à portée de main. Voilà, pas plus. Maintenant, on passe à la gazéification, si j'ose dire. Donc, ça s'ouvre. Je mets ma bouteille directement là. Il n'y a pas besoin de visser, hein. Je crois que c'est ce modèle qui est un peu plus pratique. Je referme et j'appuie. Alors, il faut appuyer entre 2 et 5 fois selon le niveau de gaz qu'on veut. Généralement, je fais 3, moi. Et c'est à peu près 2 secondes. Voilà, moi quand j'entends ce bruit, j'arrête. Voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, j'ouvre. J'ai ma bouteille qui est là. Je mets le bouchon immédiatement. Et j'ai de l'eau pétillante. Oh yeah! Santé. Ah! C'est un petit plaisir simple. Ah mais franchement, j'adore. J'adore ça. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du coût. Parce que, comme je vous le disais, moi, j'avais une image hyper négative. Parce que, quand on passe dans les magasins, parce que les fameuses bonbonnes de gaz SodaStream, elles se trouvent un peu partout, facilement. Et le prix, quand même, qui est affiché est à peu près de 35 euros. What? 35 euros de bonbonnes de gaz, juste pour un verre d'eau pétillante. C'est ridicule. Eh bien, sachez que ce n'est pas le vrai prix. Eh ouais. Quand vous achetez une machine, ça vient avec une cartouche, fort heureusement. Et une fois que vous l'avez fini, la cartouche est consignée. À partir de là, il suffit d'aller dans un magasin qui revend les cartouches de gaz SodaStream et vous échangez votre cartouche vide contre une neuve et vous passez d'un tarif de 35-36 euros à 12,99, 13. Bon, on va dire 13 euros. C'est plus le même prix. Et alors là, 13 euros, sachant qu'une cartouche va vous faire un petit peu plus d'un mois en l'utilisant tous les jours, bah, ramenez ça au prix d'une bouteille dans un pack. Vous allez vite voir que ouais, c'est très rentable. Alors bon, en bonus, vous pouvez aussi faire des sodas. C'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, donc j'ai pas tenté l'expérience. Hein. La plus grande aromatisation, c'est ce fameux petit trait de jus de citron que je rajoute. Mais c'est vraiment tout. Après, je sais que la marque SodaStream vend des concentrés de soda avec des goûts, et même parfois des partenariats avec des grandes marques de soda. Très peu pour moi. Maintenant, je pense que si vous utilisez des sirops que vous avez, vous pouvez faire effectivement directement des sirops pétillants, voire vous pouvez faire du jus de pomme, du vrai jus de pomme pur avec la machine. Je sais que Laura avait testé ça quand elle a eu la machine, en faisant du jus de pomme pétillant. C'était pas mal. Ça faisait un petit peu cidre très sucré sans alcool. Mais c'était pas mauvais. Donc la machine, elle n'est pas si polyvalente. Je pense qu'elle est réservée vraiment à des gens qui aiment le pétillant, qui ont envie de le contrôler, qui ne veulent pas acheter de bouteilles en plastique et qui ont envie de se faire plaisir. Donc bon, moi je suis content. Et du coup, vous l'avez compris, j'avais envie de vous en parler. Voilà, c'est comme ça. Allez, il est temps de faire un petit tour sur ce que nous propose Netflix. Et vous le savez certainement, au-delà des films et séries, il y a parfois des petites séries documentaires. Et j'aime bien. J'aime bien aller dans cette section pour voir s'il y a des sujets un peu particuliers, pas forcément abordés ailleurs, et voir comment c'est traité. Et je suis tombé sur une série documentaire qui s'appelle Les
parcours de gourou. Et il se trouve que moi, le phénomène sectaire et les gourous, c'est un truc que j'adore. Attention, quand je dis que j'adore, je suis pas un admirateur en me disant « Waouh, c'est génial, c'est incroyable », mais j'ai toujours trouvé fascinant de voir qu'il y a des gens qui réussissent à avoir une telle emprise, à raconter un tel fatras de fadaises et qu'il y ait des gens qui suivent. Je trouve ça du domaine du génie. Voilà, je sais pas, c'est des gens qui ont un truc en plus et j'essaye de comprendre pourquoi, comment. Enfin, c'est quand même souvent assez fou et dans la majorité des cas assez dramatique parce que on va comme remettre les choses en place. Quand on parle de gourou et de secte, ce sont des mots qui sont très chargés de négativité et pour cause, mais qui à l'origine n'ont rien de négatif. Aujourd'hui encore, des gourous en Inde sont juste des maîtres à penser, des guides spirituels qui n'ont rien de sectaire, qui n'ont rien de manipulateur. Ce sont juste des guides à l'image de religieux dans des grandes religions. C'est pas bizarre. Et le terme gourou en Occident est très très péjoratif parce qu'il oriente vers la secte dans le sens actuel, alors que si on prend l'origine du mot secte, qui signifie couper, c'est s'éloigner du dogme officiel. Là, on parle bien de gourou et de secte au sens vraiment occidental, très négatif, très sombre, manipulateur, avec des intentions pas cool. Voilà. Et donc, cette série va présenter 6 portraits de gourous qui ont traversé l'histoire. Alors, au niveau des États-Unis, j'avoue que je n'en connaissais que la moitié des 6, dont forcément, hein, Charles Manson, on ne présente plus, qui est souvent d'ailleurs plus présenté comme une sorte de serial killer, alors que lui-même n'a jamais tué personne, mais il a manipulé ses adeptes pour qu'il y ait des massacres. Enfin, c'est toute une autre histoire. Bref, je ne vais pas vous refaire chaque portrait. À vous de regarder la série si ça vous intéresse. C'est très sympa à regarder, même si le sujet est un petit peu glauque. C'est sympa parce qu'ils sont partis, comme le titre le laisse deviner en anglais, c'est en gros comment devenir un leader de culte. C'est un guide et c'est présenté comme ça, la narration, et dire bon voilà comment vous allez devoir faire, voilà un exemple à suivre. Et quand vous arriverez à cette étape, vous allez passer à l'étape suivante pour votre culte, enfin votre secte. Donc c'est plutôt second degré, très drôle. Même si c'est pas drôle du tout ce qui se passe dans les sujets, il y a quand même un petit peu de légèreté pour pas que ce soit non plus trop lourd. Voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu que dans la même série, il y avait Parcours de tyran. Donc je pense que je vais regarder ça à travers les portraits de différents dictateurs. Si c'est traité de la même manière, ça peut être assez sympa et puis on va apprendre des choses. Parce que c'est toujours le but, c'est apprendre des choses. Parmi les effets ultra négatifs de la chaleur ambiante, chez moi, ça joue aussi sur mon appétit. Donc j'ai moins faim. Et à la fois, j'aime toujours autant manger. Mais il y a aussi cette idée de, ouais, j'ai pas allumé le four, je vais pas faire des longues cuissons avec de la vapeur et tout ça. Donc bon. Et alors j'ai décidé de faire un hybride. Il va y avoir un petit peu de cuisson, mais on va partir sur une salade de lentilles au tofu. Comme ça, je garde mon plat un peu réconfortant, mais il restera frais. Et surtout, pas beaucoup de cuisson. Donc ça, ce sera bien aussi. On y va. Si vous avez déjà goûté le genre de petite salade en barquette, tofu, lentilles, dans les magasins bio ou même chez Monoprix, je m'inspire de ça, mais en mieux j'espère.
Et nous y voilà. C'est important hein, de laisser poser au réfrigérateur aussi longtemps que vous voulez, mais il faut que ce soit bien frais, sinon... Et puis ça va raffermir aussi. Eh oui. Allez, goûtons. C'est un secret pour personne. La lentille, avec ce qui est fumé, ça fonctionne toujours à merveille, et même froid. En plus, cet ajout d'échalote qui a cuit dans le vinaigre, ça donne du peps, de la vivacité en bouche, c'est pas du tout ennuyeux. Alors c'est vrai que j'ai choisi de mettre des notes un peu plus indiennes, avec la présence du garam masala et de la coriandre comme aromate. Mais c'est pour donner plus de caractère, changer un petit peu et sortir des sentiers battus, parce que bon, on peut le faire de manière très très occidentale, c'est bon, avec de la moutarde et tout ça, mais là, c'est un autre volume. Et c'est ce que je cherchais, une petite touch, un petit twist, qui soit gourmand et qui soit pas à côté de la plaque. Donc, satisfait de moi. Et voilà, c'est une fin de journal sous une température toujours caniculaire. On y a eu le droit toute la semaine. Et ouais, c'est rude. C'est rude. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de cette température excessive en mois de septembre. Moi qui me réjouissais la semaine dernière, voilà, bravo. Bref, je voulais revenir sur un petit truc tout con. Mais suite à ma vidéo de la semaine dernière et à mon reel sur Instagram, où je présentais effectivement ce simili carnet incroyable en impression 3D, je constate qu'il y a toujours des commentaires qui me semblent assez inappropriés parce que inexacts. Le truc qui revient souvent, c'est oui, ça c'est bien pour les gens à qui la viande manque, c'est bon pour les viandards qui veulent pas abandonner la viande, etc., etc. Et pourtant, vous commencez à me connaître, vous savez que moi je n'ai aucun regret de la viande, au contraire, je n'aimais pas ça. Pourtant, j'ai un appétit fou pour tout ce qui est simili-carné, j'adore ça. Et je pense qu'après autant d'années à ne pas avoir mangé de la viande, voilà, ça démontre bien qu'on peut très bien s'en passer, mais qu'on peut prendre plaisir dans une autre forme d'alimentation végétale qui, je le rappelle, est intégrée à la culture du végétalisme depuis très longtemps. C'est pas une nouvelle lubie, le simili-carné. Et c'est vrai que du coup, je suis toujours un petit peu étonné de voir ce discours disant « oui, mais les simili, c'est pour les gens en transition, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à s'en passer, etc. » Ce n'est pas vrai. C'est peut-être ce que vous imaginez, mais ce n'est pas factuel. La majorité des gens qui mangent des simili-carnés en tant que vegan, c'est juste parce qu'ils aiment ça, pas parce que ça leur manque tellement qu'ils ont besoin d'un truc pour remplacer, faire illusion. Non, c'est juste que c'est bon, c'est pratique, c'est fun, ça donne un apport en protéines, et puis ça nous permet de garder un lien culturel avec nos traditions culinaires. Donc, ça a tous les avantages. Mais bon, a priori, je pensais que vous connaissiez un petit peu mon point de vue. Et je suis toujours étonné de voir cette idée reçue qui remonte. Bref, j'arrête là. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir si vous le pouvez, si vous le voulez, de toutes les manières possibles imaginables, comme d'habitude. Et je suis sûr que c'est déjà fait pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, il y a encore des touristes qui se baladent. Donc agissez, engagez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!